Écho du temps, le podcast du Musée d'archéologie nationale. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écho du temps. Je suis Daphné Mavrocordatos et aujourd'hui, nous plongeons dans la vie fascinante d'Abel Maître, sculpteur et mouleur français du 19e siècle, mais surtout précurseur de la restauration d'objets archéologiques métalliques et premier responsable de l'atelier de moulage et de restauration du Musée d'archéologie nationale. Allez, c'est parti, remontons le temps, direction Paris. L'histoire commence le 9 mars 1830 à Paris, quand Jean-Thomas Maître et Marie-Angélique Thibout donnent naissance à leur fils Abel, au 104 rue de Montreuil, dans l'ancien 8e arrondissement de Paris, l'actuel 11e. Au départ, rien ne le prédestine à une carrière dans le milieu archéologique. Abel grandit dans une famille de la petite bourgeoisie. Il commence par recevoir une éducation à l'école primaire et se passionne rapidement pour la sculpture. Une fois plus grand, il se forme auprès d'Antoine-Louis Barye, célèbre pour ses sculptures animalières. Élève assidu, passionné et inspiré par le travail de son maître, Abel se spécialise également dans la sculpture animalière. À la fin des années 1840, approchant de la vingtaine, Abel Maître s'insère dans le domaine du moulage et travaille pour l'atelier du Louvre, au moment où son maître, toujours Antoine-Louis Barye, le dirige. En 1854, après quelques années d'expérience, il candidate au poste de chef d'atelier, mais il n'est pas retenu. Quelque temps plus tard, il décide de s'installer à son compte et, en 1860, il ouvre son atelier de mouleur privé au 53 rue Notre-Dame-des-Champs à Paris. Il mène alors deux activités en parallèle. D'une part, Abel Maître exerce une activité de sculpteur et produit des œuvres personnelles qu'il expose au salon, ces expositions annuelles où les artistes agréés par l'Académie de sculpture et de peinture exposent leurs travaux. Pour sa part, Abel Maître expose ses sculptures animalières, une spécialité qu'il a continué de pratiquer. D'autre part, et suite à diverses rencontres, il développe une nouvelle activité de moulage d'objets archéologiques. Déjà familier du moulage d'objets d'art, il précise sa formation auprès de Ludwig Lindenschmit, directeur du musée de Mayence en Allemagne. Cet apprentissage est également lié à ses liens étroits avec Auguste Verscher de Réfy, officier d'ordonnance de Napoléon III, et surtout, membre de la commission de topographie des Gaules. Cette commission, créée par l'empereur, a pour mission de produire des dictionnaires et cartes archéologiques de la Gaule depuis l'époque dite des cavernes, c'est-à-dire de la préhistoire, jusqu'aux Mérovingiens, soit la première partie du Moyen-Âge. Abel Maître a alors pour mission de réaliser des moulages des objets archéologiques pour enrichir les collections du musée gallo-romain, aujourd'hui musée d'archéologie nationale, fondé en mars 1862. Il produit des copies d'objets conservés dans les musées d'Europe et reproduit le matériel archéologique découvert dans les fouilles impériales, notamment sur le site d'Alésia pour en conserver une trace. Et c'est une mission d'une importance capitale, car faute de moyens connus à ce moment pour stabiliser le fer, une fois sortis de terre, les objets se détériorent très vite. Très rapidement, en 1864, afin de mener à bien cette mission, Abel Maître établit sous le patronage de l'empereur son atelier de reproduction d'objets archéologiques à Paris. Cette fois-ci, au 47 rue de Sèvres. 2 ans plus tard, en 1866, son atelier est transféré à Saint-Germain-en-Laye et est directement rattaché au musée. Il est désormais inspecteur de l'atelier de moulage et de restauration du musée gallo-romain. Belle évolution, n'est-ce pas ? En tout cas, elle est hautement méritée et lui permet de développer de nouveaux processus comme, en 1869, la reproduction par galvanoplastie, un processus qui consiste à utiliser l'électrodéposition pour recouvrir un objet d'une fine couche de métal, mais aussi de développer des techniques de restauration des objets sortis de fouilles afin de les stabiliser et d'en assurer la conservation, en particulier pour des matériaux fragiles comme le fer et le bois. Abel Maître a en réalité un rôle très polyvalent au sein du musée. Il est associé à l'élaboration des salles, il réalise de nombreuses maquettes et dessins qui y sont présentés, et il participe aux diverses expérimentations d'armement romain faites au sein du musée et qui rencontrent un vif succès. Il est également envoyé sur le terrain par le directeur du musée pour participer à des fouilles, comme celle de Magny-Lambert en Côte d'Or, pour y faire des relevés ou des moulages, ou pour servir d'intermédiaire dans l'acquisition de collections privées.
Vous l'aurez compris, Abel Maître est un personnage clé dans l'histoire de la constitution du musée. Et la qualité de son travail en matière de moulage est reconnue par ses contemporains, tant par les méthodes de reproduction qu'il emploie sur des objets très fragiles, que pour la qualité des patines et des mises en couleur qu'il réalise sur ses épreuves en plâtre. Ces productions circulent largement en France et à l'étranger et contribuent à la diffusion des collections archéologiques françaises. En 1896, à 66 ans, Abel Maître prend sa retraite après 30 ans de service au musée. Depuis, l'atelier de moulage et de restauration du musée perdure, même si les méthodes employées ont, vous vous en doutez bien, évolué depuis la fin du XIXe siècle. Revenons sur son histoire. Pour cela, nous retrouvons Soline Morinière, chargée des archives privées et des collections de moulage au Musée d'archéologie nationale. Bonjour Soline. Bonjour Daphné. Merci de nous présenter l'histoire de la collection de moulage au Musée d'archéologie nationale et surtout l'histoire du tout premier responsable de l'atelier, Abel Maître. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de cette collection qu'on a au musée ? Oui, bien sûr. La collection de moulage du musée est composée de 3 ensembles. Tout d'abord les creux, c'est-à-dire les moules, produits et utilisés par l'atelier de moulage du musée depuis sa création jusqu'à nos jours. Ils sont au nombre de 6000 environ. Ce sont surtout des moules à bon creux, c'est-à-dire qu'ils permettent de produire plusieurs épreuves ou tirages. Le deuxième ensemble est un ensemble d'épreuves ou tirages produits par l'atelier du musée ou bien achetés auprès de mouleurs extérieurs et destinés à l'enrichissement des collections muséales du Musée d'archéologie nationale. Ces reproductions sont en plâtre, en métal, on parle alors de galvanoplastie, ou plus récemment en résine et dans d'autres matériaux. Elles ont la particularité d'être inscrites sur les registres d'entrée des collections muséales, au même titre que les objets originaux, et elles reçoivent un numéro d'inventaire qui leur est propre. Enfin, le troisième ensemble est un ensemble d'épreuves ou de tirages qui restent à l'atelier, produits par lui et servant soit de modèle, c'est-à-dire pour la fabrication d'un nouveau moule, qui évite ainsi une nouvelle prise d'empreinte sur l'original, ou bien de stock pour la vente et les échanges. Nous conservons ainsi plusieurs épreuves d'un même objet, avec parfois des niveaux de patine différents, car l'atelier proposait des épreuves en plâtre brut ou en plâtre peint. Alors déjà, il y a une première question qui me vient, tout simplement, pourquoi fait-on des moulages ? Vaste question. Il existe plusieurs raisons à cela, et je ne vais parler ici que de celles qui concernent le Musée d'archéologie nationale, et elles sont déjà nombreuses. Tout d'abord, pour compléter les séries, le musée, à sa création, ne pouvait disposer de tous les objets originaux sans dépouiller les musées de province, et c'était la crainte des sociétés savantes. Arcis de Caumont en tête, qui écrit à l'empereur pour manifester son inquiétude. Le moulage est donc un substitut intéressant car il permet de conserver la forme, le volume, l'échelle de l'objet et son apparence grâce à la pétine. Le résultat est parfois si illusionniste que l'on s'y tromperait. Mais je vous rassure, tous les cartels des reproductions exposées dans le musée précisaient quand il s'agissait de moulage. Cela permettait aussi de pouvoir comparer des objets dont les originaux étaient dispersés entre plusieurs musées, de rendre plus accessible au public des objets conservés dans les collections privées ou d'avoir ces reproductions sous la main pour étude. Ensuite, pour assurer la diffusion des collections du musée et des objets dont le musée disposait des moules, soit par un système d'échange au XIXe siècle contre des objets originaux, des reproductions, des livres, etc., qui permettait de contribuer à l'enrichissement des collections du musée, soit en les vendant, le produit des ventes servant à financer le fonctionnement de l'atelier, du moins jusqu'en 1895, date de la création de la Réunion des musées nationaux. Il y a aussi une dimension qui émerge en parallèle de la restauration des objets fragiles. Au XIXe siècle, on est encore assez démunis pour conserver des objets sortis de fouilles qui ont passé des siècles dans un milieu homogène et qui se retrouvent confrontés à un changement climatique radical. Des objets en fer ou en bois, par exemple, nécessitent des stabilisations. Par mesure de précaution, le moulage permet de garder une trace tangible de ces objets à un instant T. Ainsi, la reproduction est parfois en meilleur état que l'original qui s'est ensuite dégradé. Il en est de même des copies de monuments in situ conservés en extérieur, comme l'Arc d'Orange moulé par l'atelier en 1868, qui ont souffert ensuite des intempéries et de la pollution. Enfin, le moulage permet aussi de garder un état historique de l'objet, avant restauration ou dérestauration par exemple, ou de proposer des hypothèses par complément, comme c'est le cas de la Vénus de Lespugue, dont l'atelier du musée conservait 2 moules, l'un de la figurine féminine dans son état 1923, l'autre avec la reconstitution proposée par Marcellin Boule et réalisée par Benoît-Claude Champion, qui succède à Abel Maître. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'atelier de moulage du musée gallo-romain ? Alors, comparativement aux autres ateliers parisiens, publics ou privés, il semble que ce qui fait la force de l'atelier de moulage du musée gallo-romain est cette spécialisation dans l'objet archéologique. Nous sommes loin des jolies sculptures reproduites par l'atelier de moulage du Louvre ou de l'école des Beaux-Arts. Il s'agit là surtout de petits objets, du mobilier en métal, en pierre, en os, dans une variété de matériaux assez large, ou bien à l'inverse des grandes opérations de moulage de monuments exceptionnels comme Gavrinis ou l'Arc de Triomphe d'Orange. Cette spécificité, on la doit notamment à l'action de Verschère de Réfy qui oriente la carrière d'Abel Maître et à la formation de celui-ci à Mayence. Formation complète qui comprend aussi bien la prise d'empreinte de ces objets souvent fragiles que l'apprentissage de la couleur.
Ainsi, dès la création de son atelier rue de Sèvres, et plus encore après son installation à Saint-Germain, Abelmet propose des épreuves en plâtre blanc ou en plâtre peint, alors même que l'atelier de moulage du Louvre ne produit à l'époque que des épreuves en plâtre blanc et ne sera autorisé à produire des épreuves patinées qu'en 1907. Et alors justement, pour cet atelier du musée, comment il procédait pour faire les moulages? C'est-à-dire tout se faisait à l'atelier à Saint-Germain-en-Laye ou est-ce qu'il y avait des choses qui étaient faites ailleurs? L'atelier de moulage est installé au musée dès 1866, mais tout ne se passait pas à Saint-Germain-en-Laye. On observe une intense circulation des personnes et des objets. D'abord, l'atelier ne reproduisait pas que des objets du musée. Pour enrichir les collections de celui-ci, il invitait les particuliers à lui remettre les objets majeurs de leur collection pour en faire une copie. L'objet était envoyé à l'atelier, éventuellement restauré, puis moulé. L'original repartait chez son propriétaire, un tirage en plâtre ou une reproduction en galvanoplastie intégrait le musée, ou vice-versa. Et d'autres exemplaires pouvaient ensuite être produits à la demande. L'atelier profite également de sa proximité avec Paris pour obtenir l'autorisation de mouler des objets archéologiques présentés dans les expositions universelles. Mais l'atelier de moulage se distingue aussi et surtout par le nombre de ses missions en région et à l'étranger pour aller mouler des monuments in situ. Nous avons parlé précédemment de Gavrinis ou de l'Arc d'Orange, mais aussi dans les collections publiques ou privées, ou directement sur les chantiers de fouilles. C'est le cas par exemple des fouilles de Magny-Lambert, où Abelmet travaille avec Édouard Flouest, un magistrat passionné d'archéologie et correspondant de la commission de topographie des Gaules. Ces missions sont particulièrement nombreuses à l'époque d'Abelmet, qui en dresse une liste dans son dossier pour l'obtention de la Légion d'honneur, récompense qu'il obtient en 1894. Entre 1866 et 1886, Abelmet liste plus de 20 musées français, de Besançon à Vannes, de Rouen à Dijon, en passant par Cahors, Orléans et tant d'autres. Mais il se déplace aussi à l'étranger, comme en 1873, où il accompagne Alexandre Bertrand, le directeur du musée, en Italie, en Autriche et en Suisse, et réalise de nombreux moulages dans les musées. On a beaucoup parlé de moulage, donc on pense à la forme. Mais une partie très importante de ce travail, et tu en as déjà un peu parlé, c'est la patine, c'est-à-dire le rendu final de l'objet, sa couleur. Comment est-ce qu'Abelmet a traité cette partie de son travail ? C'est en effet une donnée fondamentale pour les épreuves produites par l'atelier du Musée d'Archéologie nationale. Ce n'est en effet pas donné à tous les mouleurs de pouvoir exceller à la fois dans la reproduction formelle, surtout pour des objets si fragiles, et dans le rendu de la couleur. On sait qu'Abelmet s'est formé à la patine auprès de l'atelier du musée de Mayence, et sa correspondance avec sa hiérarchie montre qu'il accordait une grande attention à cette étape et formait personnellement les mouleurs qui travaillaient pour lui. Les études récentes montrent en effet un traitement de la couleur extrêmement détaillé et illusionniste sur des tirages en plâtre produits par l'atelier du musée, que l'on a du mal à retrouver ailleurs pour d'autres ateliers. Rappelons aussi qu'Abelmet a exécuté plusieurs dizaines de dessins, aquarellés notamment, destinés à être exposés dans les salles du musée et qui sont aujourd'hui conservés au centre des archives du musée. C'est aussi un artiste. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces moulages ? Est-ce qu'on en fait encore, surtout des moulages ? Aujourd'hui, la collection de moulage du musée est une collection largement méconnue du grand public dans la mesure où elle n'est plus visible depuis la rénovation muséographique des années 1960-1980. Il convient donc de pouvoir la valoriser autant que possible avant qu'elle ne soit de nouveau montrée de manière plus permanente dans le prochain parcours muséographique. En 2017, à l'occasion des 150 ans du Musée d'Archéologie nationale, une vitrine sur l'histoire et la technique du moulage au musée avait été conçue et présentée au public dans la salle de la maquette au rez-de-chaussée du château. Elle est restée depuis et est toujours visible des visiteurs. À partir de 2021, un des objets du mois du musée est consacré à cette collection de moulage. Le premier à être sorti des réserves pour être montré au public est la copie du chariot de Stradweg en Autriche, produite par l'atelier du musée de Mayence. Le second, l'année suivante, fut le Riton à tête de taureau, exemplaire en galvanoplastie, fourni par l'atelier Gilieron d'Athènes. Le troisième, présenté en juin 2024, est la copie en plâtre peint d'une tête de divinité découverte dans la commune de Villette-Serpès, près de Vienne, en Isère, autrefois identifiée comme une tête de Junon Regina. L'original est conservé au musée de Lugdunum. La copie, elle, a été produite par un mouleur du nom de Vacher, actif à Lyon, et travaillant à la fois pour le musée des Beaux-Arts de la ville, l'École des Beaux-Arts et l'Université de Lyon. D'autres reproductions, dont certaines produites par l'atelier du musée, ont pu être présentées en regard des objets originaux. Les moulages sont aussi très demandés pour des prêts aux expositions temporaires, que ce soit pour des questions de conservation, comme substitut de l'original, ou bien pour leur valeur historique et patrimoniale. Cette collection est aussi une source inépuisable d'études, notamment sur la diffusion d'une œuvre par exemple, ou sur l'évolution des pratiques de reproduction. Je signale à cet effet l'ouvrage paru en 2021 et intitulé « L'archéologie à l'atelier », rédigé par Clotilde Proust, qui fut la chef d'atelier de restauration du musée jusqu'en 2019, et qui présente l'histoire de l'atelier, notamment sous les deux premiers chefs, Abelmet et Benoît-Claude Champion, dont nous parlerons probablement peut-être dans un prochain épisode. Enfin, l'usage du moulage est également utilisé aujourd'hui par les équipes du développement des publics, notamment dans les mallettes pédagogiques, car ils permettent d'appréhender le volume et le contact de l'objet. La collection de moules est en effet encore
utilisés. Merci beaucoup Soline de nous avoir présenté cette collection et Abel Maître, son premier responsable au musée. Merci. Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur notre site internet sur la rubrique podcast. Nous avons inclus une petite bibliographie et quelques éléments supplémentaires sur Abel Maître et sur cette collection. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. C'était Écho du temps, le podcast du Musée d'archéologie nationale.